lance l'enregistrement en même temps. Ah, donc ça. Non, c'est bon, on s'est enregistré. Bonjour à tous et bienvenue. On attend un peu que tout le monde puisse nous rejoindre et nous pourrons commencer un round de présentation pour les différents intervenants d'aujourd'hui. Bon, on commence à avoir quand même pas mal de personnes. Je pense on peut débuter. Donc, bienvenue à tous. Kyrian Esterova, ingénieur éco-conception au sein d'Écologique. Et c'est moi qui ferai le webinaire aujourd'hui. Effectivement, il sera en français et il sera enregistré. Vous pourrez retrouver le replay sur la chaîne YouTube d'Écologique d'ici une semaine avec les présentations qui seront en français et en anglais cette fois-ci. Et je vous laisse vous présenter Laetitia et Laurent. Alors bonjour, Laetitia Goldschmidt, je suis chef de projet certification au LNE et je vous présenterai la marque de certification MPR. Et de mon côté, Laurent Jean, donc responsable du programme Recyclas chez Terra et chef de projet et auditeur. Et je vous présenterai la certification Recyclas au cours de cette présentation. Voici. Donc, pour rappel, donc, nous sommes en fait aujourd'hui sur un webinaire intitulé Normes, labels et certifications. Et on va aborder différents points en rapport avec ce sujet. D'abord, on va remettre le contexte en fait, actuel qui a amené notamment à faire ce webinaire, contexte réglementaire, contexte social, remettre les définitions au clair et passer du coup sur chaque point les différentes normes, les différents labels, les différentes certifications. Et à ce moment-là, je donnerai la parole à Laetitia et Laurent sur les certifications qui sauront en parler mieux que moi. Donc pour le contexte, nous avons un premier contexte réglementaire. On a plusieurs grosses réglementations en ce moment qui viennent en fait s'ajouter les unes sur les autres et viennent demander de plus en plus aussi de preuves. On a le SPR, donc le nouveau règlement européen autour de l'éco-conception des produits durables. Nous avons fait un webinaire au niveau d'Écologique sur le sujet qui se trouve déjà sur la chaîne YouTube, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Il y a la CSRD, qui pareil va venir demander les informations sur différents points de la chaîne de valeur et des évaluations de risque sur celle-ci. Il y a Green Claims, qui est une réglementation relativement importante autour des allégations environnementales, qui va venir renforcer la réglementation autour de ces allégations et notamment s'assurer en fait qu'elles sont réelles. En fait. On va devoir maintenant prouver de plus en plus les différents éléments qu'on affiche en fait, sur les produits. Et forcément, au niveau de la France, il y a aussi un contexte réglementaire qui est autour en fait, de cet affichage qui demande en fait, de plus en plus de preuves, donc avec l'affichage environnemental, les QCE, vous les connaissez, recyclabilité, intégration de matières recyclées, biodégradabilité. Donc, en fait, ces éléments-là ne peuvent s'afficher qu'avec les preuves suffisantes pour pouvoir le faire, les différentes mentions associées. En tant que metteur sur le marché, vous le savez bien mieux que moi. Et il y a aussi la loi sur les achats publics responsables, donc qui va demander aux différents acteurs publics à partir de cette année ou de l'année prochaine d'acheter avec certains objectifs environnementaux, notamment l'intégration de matières recyclées. Et donc, ces achats seront conditionnés en fait à certains taux en fonction de ce que l'acteur public en question va pouvoir demander.
Ça peut aller de 30% de matière recyclée en tout acheté, entre 15 et 30 généralement. Et pareil, il va falloir prouver qu'il y a de la matière recyclée avec une certaine rigueur là-dessus. Et les éco-modulations, évidemment, ça, c'est un gros sujet actuellement, notamment avec l'arrivée des primes à la tonne de matière recyclée et la modulation aussi au niveau de l'indice de réparabilité. Tout ça, en fait, fait que ce soit pour les institutions publiques dont les éco-organismes ont pour le mettre en marché, il y a de plus en plus de nécessité de preuves et des choses qui, avant, pouvaient servir de preuve, notamment les attestations sur l'honneur, des documents internes sur la traçabilité, etc., ne sont plus suffisants. Il y a une nécessité de conformité à des normes, des labels, des certifications. Il y a une nécessité de standardisation de la preuve qui est liée au contexte réglementaire, mais aussi, par nature, aux différents acteurs qui vont devoir communiquer entre eux. Une confusion, par exemple, qui existe et qui montre ce besoin de compréhension, c'est la confusion au niveau de la filière des 3E sur le critère d'écomodulation autour de l'intégration de retardateurs de flamme bromée. Il y a une confusion, premièrement, au niveau de différents types de lois. Il y a la loi européenne, donc avec RoHS, REACH, qui demande l'absence de certains retardateurs de flamme bromée, et la loi française, au niveau de l'écomodulation, qui va demander l'absence totale de brome, pas de retardateurs de flamme bromée, mais de brome en général, parce qu'on vise l'entièreté des retardateurs de flamme bromée, et pas seulement ceux qui sont dans la réglementation REACH. Et ensuite, deuxième confusion, c'est du coup les éléments de preuve à afficher. Évidemment, si on nous présente un certificat REACH, ce qui arrive très régulièrement, la preuve n'est pas la bonne, ce n'est pas la bonne chose qui est évaluée, donc il y a une non-recevabilité de la preuve, ce qui provoque de la confusion de la part de la personne qui demande. Et donc la nécessité de comprendre qui demande la preuve, pourquoi on la demande, et quelles sont les réglementations et les normes, les labels, les certifications qui sont associées à cette preuve, elle devient de plus en plus cruciale. Il y a aussi deux catégories de preuves en fonction de qui on vise. Il y a les preuves qui sont à visée institutionnelle et professionnelle, avec une mise en avant des données techniques et des preuves de conformité. On va avoir des personnes qui vont être formées à comprendre le vocabulaire, des personnes qui ont les éléments en face, et c'est rarement à but d'affichage. On parle d'analyse de cycle de vie, des choses comme ça. Et de l'autre côté, il y a les consommateurs qui ont notamment un problème au niveau de la confiance, avec la peur du greenwashing, des choses comme ça. Il y a aussi parfois une faible identification visuelle de différents éléments et pas forcément de connaissances techniques pour interpréter la complexité en fait, de l'information transmise. Pourtant, il y a certaines études qui de plus en plus tendent à montrer que les consommateurs regardent en fait l'affichage environnemental, notamment une étude d'OpinionWay qui explique que 90% des répondants estiment que l'indice de réparabilité est utile pour orienter leur choix, ou des études sur l'affichage environnemental où 72% des consommateurs disent être prêts à acheter des produits respectueux de l'environnement. Donc ça, c'est des études qui vous seront mises à disposition dans la présentation totale, vous pourrez l'être. Donc, en conclusion, on a besoin de mieux comprendre le contexte réglementaire, de mieux identifier les différents modes de preuve et d'identifier les cibles. L'objectif, c'est vraiment de comprendre qui, quoi, comment, pourquoi, et surtout, en fait, de ne pas confondre les différents types de preuves qui existent, de ne pas confondre les labels, les certifications et les normes, en fait, qu'on va vous demander. Donc, passons aux définitions. Une norme, c'est un référentiel technique. Il va être créé par un organisme reconnu, on en connaît l'ISO, l'ACNOR, etc. Et
ça va être un référentiel qui va être utilisé comme référence pour des méthodes de calcul, l'atteinte d'objectifs, etc. Les certifications et labels, eux, vont être des modes de preuve s'appuyant sur un cahier des charges, pouvant ou pas prendre des normes comme référence, et elles sont souvent utilisées pour prouver l'utilisation de bonnes méthodes de calcul et de conformité aux objectifs posés. La différence entre certification et label, c'est que les labels, eux, peuvent être notamment créés par des organisations privées ou associatives, alors que les certifications, c'est forcément un organisme indépendant. Et le type de contrôle va aussi généralement varier. D'un côté, les certifications vont avoir un audit indépendant, strict et régulier, alors que les labels, ça peut être plus souple. Ça dépend vraiment de quel acteur le met en place. Et évidemment, les cahiers des charges, les éléments techniques sur lesquels sont basés peuvent largement varier en fait entre une certification et un label. Mais peut-être que juste la définition même vous aidera en fait à vous mettre dans le contexte. Une certification, c'est vraiment une attestation de conformité. Le label, c'est une marque distinctive. Ça va valoriser un engagement, mais cette distinction fondamentale entre le fait qu'un soit un document vraiment attestant de la conformité de quelque chose et l'autre soit une marque est très important à comprendre. Comment utiliser en fait tous ces différents éléments? Je vais prendre l'exemple d'un critère sur l'intégration de matières recyclées. Ce critère-là, il va demander 3 choses. Il va demander de tracer l'origine des volumes, d'attester de l'intégration de la matière et d'attester de la teneur en matière recyclée dans le produit. À chaque fois, dans la note technique, donc dans le document légal en fait qu'on met à disposition, on va parler de système de reporting, de certification selon la norme, de calcul selon une norme. Le metteur en marché, lui, a le choix de choisir n'importe quelle norme, label, certification ou label, pardon, norme évidemment, qui est validée par une partie tierce, tant que ça répond à ces critères. Vous n'êtes pas obligé de choisir les labels ou certifications que nous mettons en avant dans les normes techniques, elles sont uniquement là à but informatif. Que ce soit français, européen ou international, ou même chinois, américain, etc., vous pouvez choisir n'importe quel cabinet qui est capable de vous certifier ou d'apposer un label sur votre produit qui répond à ces systèmes de reporting, à ces normes, etc. Ensuite, évidemment, il faudra qu'on puisse vérifier que l'élément de preuve que vous nous fournissez est bien en accordance avec ces éléments standardisés. Et généralement, ça passe par le fait que sur le certificat, nous avons besoin de pouvoir voir la notion calculée selon cette norme, en accord avec telle norme, en accord avec ce système de reporting. Mais sinon, en dehors de ça, vous êtes totalement libre de choisir comment vous faites certifier ou labelliser votre produit pour les différents critères. Un autre type d'utilisation de normes que peut faire la réglementation en général, c'est par exemple sur le critère de séparabilité de la pile ou de l'accumulateur, d'avoir une liste d'outils standards qui est acceptée. Dans ce cas-là, effectivement, vous n'avez pas de preuves à fournir, mais c'est à vous de vous assurer que les outils qui sont utilisés sont conformes en fait et sont bien dans le cadre de la définition posée par ces normes-là. Généralement, en tout cas dans le cadre de ce critère-là, c'est pas particulièrement compliqué. C'est des outils relativement communs, mais à faire attention, notamment dans le cadre parfois de la réglementation européenne. La deuxième demande sur ça, c'est un document décrivant les étapes nécessaires à la séparation. Là, il n'y a pas de système de reporting, etc., qui sont demandés, donc c'est pas concerné par cette demande de preuves vraiment standardisée. Vous êtes libre de choisir comment vous créez votre document, tant que et ensuite ça peut être validé ou pas par les co-organismes. On peut se demander parfois, mais à quoi peut servir un label dans le cadre de ce mode de preuve? Si, par exemple, il peut être créé par un organisme indépendant, est-ce qu'il ne serait pas, au final, forcément moins rigoureux
qu'une certification. Et l'exemple du label Quali Répar en est un bon. Ça dépend en fait de qui le crée et pourquoi. Le label Quali Répar, il a été créé par Écologique et Écosystème pour vérifier l'éligibilité des différents réparateurs au fonds réparation. Ça a un objectif opérationnel, c'est une création des éco-organismes pour eux-mêmes, donc du coup il n'y a pas d'audit tierce. Et pourtant, c'est un label totalement valable et qui a son utilité, il faut juste l'utiliser de la bonne manière. Et évidemment, qu'il y ait des charges, il a été défini selon les besoins des éco-organismes, et c'est vraiment l'objectif opérationnel là. Donc, tout ça pour dire que la bonne preuve, elle doit être fournie par le bon acteur, elle doit être spécifique, elle doit répondre aux exigences réglementaires s'il y en a, et elle doit être compréhensible par la cible à laquelle elle s'adresse. Quand il y a des exigences réglementaires, le risque en cas de preuve inadaptée, ça va être de l'éco-blanchiment, du greenwashing, et donc du coup une perte de confiance des consommateurs qui s'accentue. On va passer maintenant à la partie des labels. Ensuite, je parlerai des normes et derrière des certifications. Donc, différents types de labels existent. En tout cas, de labels environnementaux. Ils sont définis par les normes ISO 14021, 24 et 25. Le type 1, ça va être les écolabels officiels, validés par une partie tierce. Le type 2, ça va être les autodéclarations. Et le type 3, les déclarations environnementales fondées sur une ACV. Forcément, il y a différents grands points sur lesquels on peut évaluer ces labels. On va avoir une analyse de cycle de vie qui va être obligatoire et complète uniquement dans le type 3. La vérification n'existe pas par une partie tierce, en tout cas n'existe pas dans le type 2, c'est de l'autodéclaration. Et évidemment, différents niveaux de complexité et d'engagement financier aussi derrière. Vous avez quelques exemples de labels comme Blue Angel, IPIT pour le type 1, les mentions biodégradables, recyclables à tant de % pour le type 2, et les EDP, EcoPassport pour le type 3. Donc, pour revenir sur le type 1, donc, les écolabels sont accordés à un produit et s'il est reconnu conforme par un organisme certificateur indépendant et accrédité. Il y a une estimation qui a été faite autour de 2 000 € hors taxe pour ce genre de label lors d'une de nos études. Et donc les particularités, c'est que le type 1 en fait, va couvrir toutes les étapes du cycle de vie et en plus différentes thématiques environnementales. On va être vraiment au niveau du cycle du vie complet. On peut y retrouver de la réduction de l'utilisation de matières dangereuses, notamment les retardataires de flammes brûlées, halogènes, métaux lourds, et la réintégration potentiellement aussi de matières recyclées selon les matériaux, de la conception même orientée vers un vie. Donc, du coup, c'est vraiment cycle de vie étendu avec pas mal d'éléments à intégrer dedans. Et selon les labels, vous pouvez aussi avoir des différents niveaux de labels. Il faut faire très attention quand vous êtes face notamment à une réglementation ou à un claim environnemental. Est-ce que le niveau de label que vous utilisez vous permet réellement d'affirmer ce que vous êtes en train de dire? Généralement, ça se fait, donc, par exemple, pour le label IPIT, il y a 3 niveaux, bronze, argent et or. Il y a 23 critères obligatoires pour obtenir le label et 28 en plus qui sont optionnels. Et donc, du coup, les 3 niveaux de certification, que ce soit bronze, argent ou or, en fait, dépendent du niveau, du nombre en fait, de critères optionnels que vous allez respecter. Les labels de type 2, ça va être tout ce qui est autodéclaration environnementale. C'est des choses qui sont parfois même pas considérées comme des labels, pourtant c'en est. Ça va être les notions de recyclable, compostable et dégradable. Ces déclarations, elles sont soumises à 2 normes pour éviter les déclarations abusives. Et donc, notamment, il faut faire attention à tout ce qui peut être trompeux ou ambigu, type logo point vert, qui avait été mis en cause. Et donc, les 2 normes en question, c'est la NF ISO 14020 et 14021, et donc, du coup, que vous pouvez que vous pourrez regarder, et c'est tout particulièrement d'ailleurs ce type de label et ces allégations qui sont visées par la directive Green Claim
qui, 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 qui s'intéresse à la véracité de ce qui est marqué notamment sur les produits. Et donc le troisième type de label, ça va être les éco-profils. Ça va être des labels qui vont qui vont être particulièrement visés autour de l'ACV, donc l'analyse de cycle de vie, et elles vont avoir des règles de calcul spécifiques définies par une norme particulière. Il n'y a pas d'exigence de performance sur ce type de label, contrairement au premier label où il va falloir atteindre une certaine performance pour avoir le label. Ces labels-là, les éco-profils, n'ont aucune exigence de performance, c'est juste une preuve que l'analyse de cycle de vie a été faite d'une certaine manière et donc que certaines valeurs numériques, notamment le taux, enfin, le pourcentage de carbone, le taux de carbone émis, l'eau utilisée, etc., vont pouvoir être mises en avant dans le cas, enfin, de la bonne manière. Et donc forcément, si on revient sur cette idée de quelle preuve choisir, ça va vraiment dépendre de l'engagement et de la complexité souhaitée. Si vous souhaitez quelque chose de simple, mais de validé par un tiers, il faut se concentrer sur les labels de type 1 qui vont se focaliser sur un seul critère environnemental, donc qui vont être moins compliqués qu'un label de type 1 classique, et qui vont du coup forcément être validés par un tiers. Il y a, si vous souhaitez uniquement une analyse de cycle de vie classique, mais pas de validation par un tiers, vous recherchez un label de type 3 sans validation. Évidemment, si vous souhaitez quelque chose de simple et non validé par un tiers, mais tout en faisant attention à ce que vous affichez sur le produit, vous pouvez choisir un label de type. Évidemment, les labels de type 1 et les labels de type 3 qui sont avec validation vont être généralement plus acceptés au niveau de la réglementation, parce que c'est ceux-là qui vont avoir une validation tierce et du coup qui rentrent dans le cadre réglementaire le plus simplement, mais parfois la réglementation peut demander juste d'appliquer une méthode de calcul ou de faire une ACV selon certaines normes, et donc du coup, un des différents labels, notamment Footprint, etc., peut comprendre. On va maintenant passer aux normes en lien avec la réglementation. Donc peut-être déjà quelques questions sur les labels, si des gens en ont. Visiblement pas trop. Donc les normes, on va retrouver de différents types. Il y a les normes de méthodologie, vous les connaissez certainement, c'est notamment l'ISO 14001, le management environnemental, etc. Donc ils vont définir une manière générale d'organiser un processus. Il y a les normes de test, de conformité. D'ailleurs, les normes et certifications sont souvent utilisées de manière interchangeable quand il va y avoir une norme de conformité ou de performance, enfin, une certification de conformité ou de performance qui va se baser sur une norme précise. Vous pouvez parfois avoir des logos certifiés ISO 9001, c'est dans ce genre de cas. Il va y avoir aussi les normes d'évaluation, donc qui vont fournir des méthodes pour évaluer l'impact de performance du process. Donc c'est notamment les normes sur l'analyse de cycle de vie, les normes de produits qui vont décrire réellement un produit, la procédure, donc, qui vont décrire la manière de réaliser une opération. À pas confondre avec la méthodologie, où la méthodologie ça va être quelque chose de très global et la procédure ça va être vraiment étape par étape de manière précise. Les normes de documentation, standardisation et présentation de l'archivage d'informations, la codification, donc ça va être notamment l'étiquetage et déclaration environnementale, c'est régi par des normes de codification, et les bonnes pratiques qui vont proposer des recommandations pour améliorer des pratiques professionnelles. Pour la création d'une norme, on va avoir 5 grandes étapes. L'identification du besoin, la préparation du projet, la consultation publique, la validation ou l'approbation et la publication et diffusion. Tout ce processus va prendre de 2 à 5 ans. On va avoir une implication de différentes parties prenantes,
une demande qui est formulée auprès d'un organisme public normalisateur, donc ISO, CN, AFNOR, et donc un groupe de travail qui va être constitué avec différents professionnels du secteur pour travailler sur le projet. Il faut aussi savoir que toute norme, au bout d'un moment, offre la possibilité d'une consultation publique. Vous pouvez aller sur le site, rechercher sur le site AFNOR, consultation publique normes, et vous pourrez trouver en fait justement des normes qui sont à l'état de consultation publique, et si elles rentrent dans votre domaine de compétences, vous pourrez donner en fait votre avis sur ces différents éléments. Vous pouvez aussi bien sûr rejoindre un groupe de travail quand il y a des appels faits sur le sujet. Et donc, il faut que les membres de l'organisation valident et potentiellement fassent des ajustements par rapport à cette norme, et ensuite, elle peut être diffusée et publiée. Donc, c'est d'ailleurs à cause de tout ce processus et du nombre d'acteurs qui vont être impliqués que les normes peuvent ensuite servir de standard. Parce que ce n'est plus une seule entreprise ou un seul ensemble de parties prenantes qui vont les créer, ça va être réellement un écosystème en fait de personnes, d'industriels, d'associations de pouvoirs publics, etc., qui vont être impliqués. Au niveau des organismes normatifs, on en a plusieurs qui sont très connus et qui sont très régulièrement utilisés au sein de la réglementation française et européenne. Donc, il y a tout ce qui est norme AFNOR, forcément pour la réglementation française, donc les normes avec NF devant. AFNOR va aller représenter aussi la France auprès des organismes européens internationaux, et donc toute thématique mélangée. Il y a le CEN et le Sénélec aussi, où en fait ça va être des normes avec le préfixe EN qui sont européennes, qui vont être adoptées par généralement tous les États membres et qui travaillent pareil dans de nombreux secteurs. Les normes ETSI pour les télécommunications et réseaux numériques. Au niveau du monde, le plus connu évidemment, c'est les normes ISO qui sont applicables mondialement, qui vont être sur tout type de sujets. Les normes ITU sont aussi à connaître pour les télécommunications numériques et Internet. En fait, c'est l'équivalent d'un ETSI, par exemple, mais au niveau mondial. Et aussi pour la sécurité et l'hygiène alimentaire, notamment dans le cadre de produits soit en contact avec des bambins, soit en contact avec de la nourriture, que ce soit, peu importe nos filières, mais on va avoir le Codex Alimentarius, en fait, qui vont être des normes autour de l'OMS notamment, et qui vont avoir les préfixes CAC /RPC ou CAC /RG. À savoir que parfois, vous allez voir des préfixes type ISO, NF, EN. C'est dans ce moment-là que vous pouvez voir que ce soit AFNOR, que ce soit le CEN ou que ce soit l'organisme mondial, donc ISO, ont soit travaillé ensemble sur notre norme, soit ont tous apposé en fait leur accord par rapport à cette norme. C'est pour ça que ou sinon que cette norme a été adoptée dans les référentiels à chaque fois. Donc, ce sera applicable au niveau des différentes zones géographiques, simplement. Au niveau des normes à connaître absolument, autour notamment de l'économie circulaire et en dehors des normes 14100 quelque chose, on a un ensemble de 10 normes, donc NF, EN, donc françaises et européennes, qui sont les 45, 55X, donc il y en a 10 des comme ça, sur les différents aspects de l'économie circulaire, que ce soit la durabilité, la refabrication d'un produit, la capacité de réparation, la recyclabilité, les composants réutilisés. Les matériaux recyclés, c'est une des normes qui est utilisée dans le cadre de la modulation, la déclaration des matières premières critiques, et évidemment les deux normes qui sont des guides pratiques et une norme par pilier de l'économie circulaire. Elles sont
c'est des normes qui, de base, sont liées à des produits liés à l'énergie, donc sur la filière 3E, mais que nous utilisons quand même sur certains points sur la filière ASL et que nous pouvons utiliser sur la filière ABJTH. Pour les normes en lien avec la matière recyclée, une étude a été faite cette année sur l'intégration de matières recyclées, notamment dans les articles de sport et loisirs. Et ce que cette étude a mis en avant, c'est un ensemble de normes qui sont en lien donc, du coup, avec la matière recyclée. Et on y retrouve forcément la norme 153-43 qui est utilisée dans le cadre de la modulation, elle, pour la traçabilité des plastiques. Comment peut être utilisée une norme dans le cadre de la réglementation? Ou en tout cas, pourquoi choisir une norme plutôt que l'autre et dans quel genre de contexte on peut y faire appel? Généralement, c'est pour la définition d'une notion. Donc, par exemple, la matière recyclée. On va choisir entre deux normes. L'exemple donné ici, c'est entre la NF 45557 et la ISO 14021. L'importance de vérifier que votre manière de définir la matière recyclée, elle dépend d'une norme et pas de l'autre, elle réside sur l'éligibilité ensuite de la notion de matière recyclée dans vos calculs, dans les calculs qui vont suivre. La NF va définir la matière réintégrée dans un même process de fabrication comme matière non recyclée, alors que l'ISO va considérer cette matière comme recyclée. Donc, si vous voulez définir si vous avez, par exemple, 30 ou 50% de matière recyclée dans votre produit, ça peut faire une énorme marge en fonction de la définition qui est utilisée. Donc, à faire bien attention de qu'est-ce qu'on entend par matière recyclée dans le produit. Je prends l'exemple de la matière recyclée de manière générale dans cette présentation, mais ça vaut pour tous les points. Et ensuite, on va avoir aussi certaines réglementations qui vont dire calcul réalisé en fonction de cette norme, en fonction de la méthode temps, ou selon le chapitre temps. Donc, au sein d'une même norme, il peut y avoir deux méthodes qui existent pour calculer certaines choses. Par exemple, au niveau de la notion de mass balance, deux méthodes existent, la méthode crédit et la méthode de moyenne. La méthode crédit, c'est le fait qu'une usine qui utilise 30% de matière recyclée, elle peut distribuer ces 30% comme elle le souhaite, sans obligation de lien avec la réalité des produits. Donc à partir du moment où elle a prouvé qu'elle utilise tant de matière recyclée dans les produits, elle peut claim ces 30% de la manière souhaitée. La méthode moyenne, ça va être un calcul précis au niveau de la chaîne de valeur de cette matière va en moyenne dans ces produits. En moyenne, il y en aura autant, donc on va uniformiser le pourcentage de matière recyclée claim dans l'entièreté de cette gamme de produits précise en fonction de la quantité totale de matière recyclée. C'est pour ça que on précise souvent qu'on veut un calcul méthode moyenne selon la norme ISO désignée sur l'intégration de matière recyclée. Au niveau des certifications, j'y passerai très rapidement et ensuite je donne la parole à nos intervenants, à moins qu'il y ait des questions. Donc au niveau des certifications, une certification, comme je dis, c'est une attestation. Par exemple, on a des attestations qui vont se baser sur certaines normes précises et des certifications qui ne vont pas s'appuyer sur des normes, mais qui vont avoir leur propre cahier des charges. Donc, je laisserai Laetitia et Laurent présenter Recyclas et LNE, donc, notamment, par exemple, pour les certifications qui s'appuient sur des normes, on a évidemment les ISO 9001 Certified, etc. On a certaines certifications qui ne s'appuient pas sur des normes, en tout cas pas européennes, qui sont par exemple les Corporation B, donc appelées aussi B Corp, tout ce qui est LEED Certified, Cradle to Cradle. Faites attention parce que ce n'est pas forcément des certifications qui sont reconnues dans le cadre de la réglementation.
Et donc je vais passer la main à Laurent pour la prochaine partie. Merci Chiara. Alors, est-ce que mon écran est bien visible? Oui. Parfait. Bonjour à tous. Effectivement, moi, je vais vous présenter une introduction à la certification Recyclas qu'on vient d'évoquer. Déjà, pour rapidement me présenter et présenter l'entreprise pour laquelle je travaille, donc Terra est un bureau d'études et conseils spécialisé en économie circulaire au sens large. Donc, on travaille avec les filières REP et les filières de réemploi et de recyclage pour de nombreuses filières assez variées. Voilà, on compte une cinquantaine de collaborateurs. On est une coopérative depuis 2017. On est basé à Paris, mais on a également une implantation en région dans plusieurs grandes villes de France. Et on est organisé autour de 4 pôles d'expertise, donc un pôle études et stratégies qui réalise des missions d'analyse, d'accompagnement des filières évoquées, un pôle audit et performance qui réalise des missions de contrôle et de certification, donc notamment Recyclas, mais également une certification WILABEX qui concerne les déchets électriques et électroniques. Un pôle métrologie des flux qui réalise des missions d'échantillonnage et caractérisation de déchets, ainsi qu'un pôle data intelligence qui, lui, travaille à des missions de consolidation et traitement de données. On travaille avec un certain nombre d'acteurs variés, donc des entreprises privées, des institutions, des organismes comme l'ADEME, des éco-organismes écologiques, des collectivités et des porteurs de projets. Alors, et moi, donc, au sein de cette entreprise, je suis donc le responsable du programme Recyclas, voilà, certification que je vais vous présenter. Alors, aux origines de la certification, donc pour un peu d'historique et de contexte, donc la certification, elle a été développée par PRE, Plastic Recyclers Europe, qui est une organisation qui représente les recycleurs de plastique européens. Donc, cette certification, elle est opérationnelle depuis 2020 et elle a été créée dans plusieurs objectifs. Donc, tout d'abord, c'est d'améliorer la transparence sur l'utilisation de MPR. Les MPR, donc, ce sont les matières premières recyclées, donc en l'occurrence les MPR plastiques tout au long de la chaîne de valeur. Donc, important de noter que Recyclas ne concerne que les MPR plastiques, donc les matériaux polymères. Également d'attester les teneurs en MPR avec les répartitions de matières pré- et post-consommation dans des produits ou semi-produits, selon des méthodes normées. Elle a été également créée dans le but de fiabiliser les données qui sont consolidées dans le cadre de la Circular Plastic Alliance. Alors, la Circular Plastic Alliance, c'est un organisme créé par la Commission européenne qui a pour but de promouvoir le recyclage et l'utilisation de matières recyclées en Europe, et au sens large. Et voilà, au global, c'est une certification qui est là pour apporter plus de transparence et de fiabilité dans les données qui concernent l'utilisation des MPR plastiques. Également à noter que Recyclas a repris la suite du référentiel qui s'appelle ECERplast, qui était également développé par PRE et que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Mais ECERplast ne concernait que les recycleurs, alors que Recyclas va un petit peu plus loin dans la chaîne de valeur, et c'est pour ça qu'elle a été créée. Donc effectivement, voilà, quand je dis qu'elle va un petit peu plus loin, c'est que vraiment Recyclas a pour but de s'adresser à toute la chaîne de valeur du recyclage. Et donc, il serait plus juste en fait de parler des certifications Recyclas parce qu'il y a plusieurs référentiels. Il y en a 3. Il y a un référentiel Recycling Process, donc qui lui s'adresse aux recycleurs qui reçoivent un déchet et qui le transforment en MPR. Il y a un deuxième référentiel qui lui s'appelle Recycle Content Traceability, donc lui qui concerne les préparateurs ou transformateurs de MPR dans des produits finis ou semi-finis. Et enfin, il y a un dernier référentiel qui s'appelle Recyclability Rate. Et celui-là, il concerne l'évaluation de la capacité d'un produit à être recyclé en fin de vie. Donc, pour être très clair, dans la suite de la présentation, on ne parlera que de Recycling Process et Recycle Content Traceability, qui sont les deux certifications sur lesquelles Terra travaille aujourd'hui. Mais simplement pour la précision, la certification Recyclability Rate, elle certifie une capacité de recyclabilité technique, mais non pas légale. C'est-à-dire que c'est un barème qui a été défini par Recyclas en fonction de leur connaissance des techniques de recyclage, voilà, pour donner une note de recyclage, de recyclabilité à un produit, et voilà, qui n'est pas en lien avec des textes de loi existants. Alors, beaucoup de termes sont en anglais, c'est parce que Recyclas est une certification européenne. Voilà. Et donc,
Alors, au niveau des principes de certification, donc, pour entrer un peu dans le détail, donc les certifications Recyclas, elles reposent toutes sur des principes communs qu'on peut lister. Donc, tout d'abord, c'est qu'elles comprennent un audit initial de certification avec un audit de suivi chaque année. Assez classique pour de la certification, ce sont des audits à renouvellement annuel. Les certificats sont valables pour un et un seul site de production. Ça, c'est très important parce que 2 sites de production d'un même groupe, d'une même entreprise, qui fabriqueraient un même produit, devront toutes les deux être certifiées. Un seul certificat ne peut pas couvrir les 2 activités. Également, à noter que ces certifications, elles concernent des gammes de produits qui sont fabriqués sur un site pendant une période donnée. C'est-à-dire qu'on évalue un historique de production avec des produits qui ont été fabriqués, mais on ne certifie pas une activité, on ne certifie pas un site et tous les produits qui sortiraient de ce site. C'est vraiment une liste bien définie au préalable qui est évaluée lors de l'audit. Et enfin, ces audits comprennent impérativement une visite des unités de production. Ça peut paraître évident, mais c'est pour bien préciser que ce ne sont pas des audits qui peuvent être réalisés à distance. Il doit bien y avoir une inspection des sites de production. Les référentiels, ils ont été élaborés en accord avec les normes EN 15343 et l'ISO 22095. Donc, comme le mentionnait Kira, voilà, ce sont les normes qui font un peu référence en matière de recyclage de plastique et notamment de traçabilité. Et c'est sur elles que la certification Recyclas a été développée et s'appuie dans son référentiel. Par ailleurs, c'est important de noter que seuls des organismes accrédités selon l'ISO 17065 peuvent délivrer des certificats Recyclas. Donc c'est une accréditation que les organismes certificateurs, comme nous, Terra, doivent avoir afin de pouvoir délivrer ces certificats. Les auditeurs doivent bien sûr suivre une formation spécifique, comme c'est le cas dans la plupart des audits de certification. Alors, au niveau de la démarche, donc pour une entreprise qui souhaiterait s'engager dans la démarche de certification Recyclas, il y a quelques prérequis qui sont indispensables et qu'il est bon d'avoir en tête. Donc, tout d'abord, ils doivent disposer d'une autorisation d'exploiter valide pour l'activité. Donc, par exemple, une entreprise qui souhaiterait être certifiée selon le référentiel Recycling Process doit impérativement avoir un arrêté préfectoral avec des rubriques qui l'autorisent à traiter du déchet. Ils doivent également avoir un historique de données de production exhaustif sur la période d'évaluation. Comme on l'a dit précédemment, la certification Recyclas, elle concerne des produits, une liste de produits bien définie. Il faut que cette liste de produits définis soit couverte par un historique de données de production qui soit bien exhaustif, c'est-à-dire avec tous les flux entrants, sortants et rejets de production sur la période d'évaluation. Cette période d'évaluation, elle est de 12 mois normalement. Elle peut être réduite à 3 mois pour la première année, en cas de démarrage d'activité, ou voilà, d'activité naissante, on va dire. Mais normalement, elle est de 12 mois et elle sera toujours de 12 mois pour les audits de suivi. Et également pour les audits Recycle Content, donc ceux-là qui concernent les transformateurs, les incorporateurs de MPR, ils doivent impérativement utiliser de la matière qui est certifiée Recyclas Recycling Process, sans quoi cette matière ne pourra pas être comptabilisée dans les teneurs en recyclé des produits finaux. Au niveau des éléments qui sont abordés pendant l'audit, on a des éléments assez classiques également pour de la certification, qui se rapprochent un petit peu de l'ISO. On regarde notamment l'organisation de l'entreprise, son système de management de la qualité, sa gestion et contrôle des flux, les procédés de fabrication, et bien sûr la gestion de la traçabilité et calcul des teneurs en matière recyclée, qui là est vraiment le cœur de l'audit et la partie centrale, avec notamment la répartition entre pré- et post-consommation. Recyclas fait bien la distinction entre les origines des matières selon qu'elles soient pré-consommation, donc c'est-à-dire industrielle, chute de production, produits non conformes, et post-consommation, donc là vraiment post-consommation, c'est-à-dire dont le produit a atteint son usage final. Alors, au niveau des interactions entre les différents acteurs de la certification, donc on a un organisme certificateur, par exemple Terra, qui demande à être accrédité par Recyclas pour la réalisation d'audits. Donc Recyclas l'accrédite via des formations. Et une fois que l'organisme certificateur est accrédité, il peut délivrer des certificats à des recycleurs ou à des transformateurs, selon les formations qu'il a suivies. Donc, ce que ce schéma veut mettre en valeur et ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que les recycleurs et les transformateurs n'interagissent pas directement avec Recyclas. Tout passe par l'organisme certificateur qui est vraiment, lui, indépendant de Recyclas. Nous sommes liés simplement par l'accréditation et l'autorisation que Recyclas nous donne à réaliser des audits en son nom,
mais nous ne sommes pas une même entité. Toujours dans la démarche de certification, c'est également bien d'avoir en tête qu'il y a des modules complémentaires pour la démarche, selon le type d'activité. Par exemple, pour les recycleurs qui fabriquent des produits destinés au contact alimentaire, il y a un module food contact qui est obligatoire. Pour les recycleurs qui fabriquent des produits destinés à être en contact avec des formules cosmétiques, il y a également un module qui est lui optionnel et moins demandé. Il y a également un module PVC pour les recycleurs qui traitent du PVC rigide qui est également obligatoire, notamment pour le contrôle des taux de plomb dans le PVC. Et enfin, il y a un module complémentaire qui est obligatoire pour les entreprises qui opèrent hors Union européenne. En termes de délai, donc pour donner une idée vraiment à titre indicatif, les délais qu'on peut partager vraiment, encore une fois, pour se donner une idée, sont à peu près les suivants. Donc, environ 4 à 6 semaines avant l'audit sur site, l'auditeur demande à l'entreprise d'envoyer des documents préparatoires pour mener une analyse documentaire. Ensuite, il y a la réalisation d'un audit sur site. Et 3 mois après cet audit sur site maximum, le certificat doit être émis. C'est la limite imposée par Recyclas, mais la plupart du temps, les délais sont quand même plus courts. À nouveau, à titre indicatif, chez Terra, on a des délais entre 4 et 6 semaines pour l'émission d'un certificat après l'audit sur site. Au global, on recommande aux entreprises qui souhaitent s'engager dans une démarche de certification de compter 6 mois entre la sollicitation de l'organisme certificateur et l'obtention du certificat. Il y a un délai qui peut sembler assez long, mais en fait, au démarrage, il faut d'abord vérifier l'éligibilité de l'entreprise, transmettre une offre commerciale, qu'elle soit acceptée, convenir d'une date, et puis ensuite réaliser l'audit sur site et produire le rapport avec d'éventuels allers-retours si jamais il y a des documents manquants ou des choses à lever suite à l'audit. À noter par ailleurs qu'on est dans un contexte de forte demande autour de la certification, donc c'est pour ça que ce délai est à peu près ce qu'on observe aujourd'hui. Au niveau du déroulement de l'audit sur site, toujours pour donner vraiment une idée du déroulement d'un audit de certification Recyclas, donc il dure une journée complète à peu près, et il se déroule toujours de la même manière. Donc on tient une réunion d'ouverture pour se présenter, que l'entreprise explique ses motivations pour la démarche Recyclas, ou plutôt les rappels. On la laisse également se présenter son historique, son fonctionnement, son organisation, sa façon de gérer les différents flux. On réalise une visite de site, comme on l'a dit, c'est un impératif, donc des zones de production, des zones de stockage et des laboratoires d'analyse. On réalise une évaluation de l'entreprise vis-à-vis du référentiel, donc on déroule le référentiel et on vérifie point par point où se situe l'entreprise par rapport aux différentes sections du référentiel. Et enfin, en fin de journée, on réalise une synthèse des données et on organise une réunion de clôture qui permet d'échanger à chaud sur d'éventuelles observations que l'auditeur pourrait formuler suite à l'audit. S'il y a d'éventuelles non-conformités, elles doivent faire l'objet d'actions correctives dans un délai de 12 semaines maximum. Comme on l'a dit, on a un délai de 3 mois maximum après l'audit sur site pour émettre le certificat. Si les non-conformités ne sont pas levées, l'audit devient caduc, donc il doit être reconduit donc avec une nouvelle visite de site et une nouvelle évaluation. Donc il ne peut plus être l'audit précédemment réalisé ne peut plus être mené à son terme. Et enfin, c'est important également de souligner que les informations qui sont échangées lors des audits sont protégées par un accord de confidentialité qui est toujours signé préalablement à une intervention. Ça permet de sécuriser les échanges entre les deux parties. Au niveau de la remise du certificat, parce qu'une fois que l'audit est réalisé, il y a bien un certificat qui est délivré et il ressemble à ce que vous voyez projeté sur la diapositive. Donc, ce certificat, il a 2 pages globalement, qui peut être un peu plus long si les listes de produits sont un peu plus longues. Mais la première page, donc, elle indique toutes les informations relatives à l'entreprise auditée, avec les éventuels modules auxquels elle aurait pu postuler. Le bas de la page concerne les informations relatives au certificat, donc avec le code du certificat, sa période de validité et les informations relatives à l'organisme certificateur. Et la deuxième page, elle se concentre sur la liste de produits certifiés lors de l'audit. Donc là, on a vraiment la liste avec code par code, les taux d'incorporation de matières pré-consommation et post-consommation, en distinguant bien les deux. Il y a également le secteur d'origine qui doit impérativement être indiqué. Donc, ça peut concerner l'automobile, les D3E, la construction, le packaging ou autre, mais ça doit être impérativement indiqué avec plus ou moins de précision dans son indication. Et également,
il est bien d'avoir en tête que la période de validité du certificat, elle débute à la date de décision de certification. Donc, une fois que le rapport a été validé par toutes les parties et que le certificat est émis, il est valide à partir de sa date d'émission. Et pour terminer, quelques chiffres sur la certification Recyclas. Donc, voilà, sur la gauche, vous avez le nombre total de certificats délivrés par année. Donc, on voit qu'il y a une augmentation assez constante et assez forte du nombre de certificats délivrés dans le monde, parce que même si c'est une certification européenne, il y a quelques entreprises qui fonctionnent à l'export et qui également s'engagent dans la démarche, bien qu'elle soit basée hors Europe. On voit que pour l'instant, il y a une prédominance du certificat Recycling Process, et on le comprend assez bien, puisque, comme on l'a dit, pour être certifié Recycle Content Traceability, il faut que les fournisseurs de l'entreprise auditée soient certifiés Recycling Process. Donc, dans l'ordre, les entreprises demandent souvent à leurs fournisseurs d'être certifiés Recycling Process pour qu'eux-mêmes puissent s'engager dans la démarche de certification. Et sur la droite, vous avez les secteurs de produits certifiés, là donc Recycle Content Traceability, donc ceux produits par des transformateurs, par secteur en 2023, les chiffres de l'année 2024 n'étant pas encore disponibles. Donc voilà, c'est pour donner à peu près une idée de la répartition des secteurs qui aujourd'hui sont les plus demandeurs de la certification. Et ce qu'on peut simplement en dire, c'est que c'est vraiment le secteur du packaging aujourd'hui qui est prépondérant. C'est celui qui tire le plus la certification et qui est le plus demandeur parce qu'ils sont les premiers concernés par les écomodulations ou les incitations tarifaires telles que des taxes à la matière vierge, comme celles qui sont apparues en Espagne ou au Royaume-Uni. Voilà, donc pour cette présentation de la certification Recyclas. Et bien évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Ouais, j'arrive. Donc, il y a effectivement quelques questions qui sont apparues, notamment l'intérêt, en tout cas la différence et l'intérêt de Recyclas par rapport à, par exemple, GRS, qui est effectivement très utilisé et très connu. Oui. Alors, je ne m'avancerai pas sur la certification GRS que je ne connais pas très bien, enfin, disons, dans son contenu. Donc, voilà, il n'y a pas véritablement forcément d'intérêt d'une certification par rapport à une autre. Comme l'avait expliqué Kira, le choix d'entrer dans une démarche de certification avec une certification ou une autre, il est vraiment propre à l'entreprise tant que la certification s'appuie sur des normes qui sont demandées par d'éventuels éco-organismes ou des réglementations. Donc en l'occurrence, Recyclas s'appuie sur les normes 15343 et on peut tout à fait solliciter Recyclas ou une autre certification qui s'appuie également sur cette norme si c'est le seul critère qui est retenu dans le cadre d'éco-modulation ou d'incitation réglementaire. À savoir que GRS n'a pas été évalué, en tout cas à ma connaissance, au niveau des... on n'a pas été mis en avant au niveau des éco-modulations à ce jour. Je pense savoir pourquoi. C'est notamment parce qu'il n'y a pas de notion d'issue, en fait, de traçabilité d'un flux, enfin, à partir d'un flux particulier. Et donc, du coup, des certifications comme Recyclas vont pouvoir vous indiquer d'où ça vient et notamment de quelle filière REP ça vient, ce qui a une importance relativement particulière, en tout cas dans le cadre des échos, des primes à la tonne. Et là où GRS ne va pas aller dans ce détail. Je vois une question. Pardon. Vas-y, mais je pense que tu as vu la même question que moi. Oui, voilà, donc en France, pas de certificat en français. Non, ce sont des certificats en anglais. Le référentiel est également uniquement disponible en anglais parce que c'est une certification donc, européenne et les rapports sont produits en anglais. Alors, effectivement, ça peut apporter une complexité à la lecture du référentiel, mais il faut noter que tous les audits sont conduits intégralement en français et généralement par un auditeur du pays où l'entreprise est située. Donc voilà, ça ne représente pas souvent un frein au déroulement de la démarche de certification, mais effectivement, les certificats sont uniquement disponibles en anglais. À noter quand même que ça représente un avantage dans le cas de clients effectivement de pays d'autres pays
parce que ça facilite donc les échanges et la reconnaissance des certificats entre les différents pays. Merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions. J'ai Je l'impression. pense non, c'est bon. Merci. Et je pense qu'on peut passer la main à Laetitia sur L2. Alors, je vais partager. Voyez bien? Oui? Ça fonctionne? Oui, parfait. Oui? Parfait. Donc, je vais vous présenter, pour ma part, la partie LNE. Donc, je vais vous présenter rapidement le LNE et puis notre certification LNE MPR. Donc, pour débuter, le LNE, c'est un organisme indépendant mandaté par le ministère de l'Industrie. Il a le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. Son activité comporte donc deux volets, les missions de service public et les prestations marchandes aux entreprises. On est un organisme reconnu car on est agréé par les ministères compétents pour effectuer les essais de vérification sur plus de 90 produits relevant de la réglementation. Et on est accrédité par le COFRAC pour l'étalonnage, les essais, la certification de système de management de produits et de services. Le LNE est implanté en France et dans le monde. Donc, vous voyez tous les sites sur cette diapo. On est au plus près de nos clients et de leur écosystème. Et on peut accompagner, du coup, grâce à nos filiales, nos clients sur toutes leurs demandes et attentes marché et faire des contrôles de sous-traitance. La pluridisciplinarité technique du LNE permet une offre globale aux industriels pour couvrir plusieurs métiers, à savoir les essais, l'étalonnage, la recherche, l'assistance technique, la formation, la certification, et dans plusieurs thèmes comme la sécurité et la santé, la performance, l'impact environnemental. On peut citer comme exemple comme activité couverte par le LNE, il y a les biens de consommation, il y a l'industrie, il y a le bâtiment. Globalement, si on se concentre sur la certification, on est plus sur plus de 50 certifications et on a 100 auditeurs pour ces certifications. Je vous ai fait un focus là sur le domaine de la certification. Donc, il y a 4 axes sur les certifications LNE. Il y a le numérique, les performances, la sécurité et l'environnement. Et là, vous voyez toutes les certifications qui existent et qui en découlent de ces logos. Et nous, on se trouve du coup aujourd'hui sur la partie environnement avec notre référentiel incorporation de matières plastiques recyclées. Alors, je vais vous présenter maintenant la certification MPR. Donc, des éléments clés au niveau européen. Donc, une stratégie européenne sur le plastique qui avait été lancée au niveau européen, qui est la Circular Plastic Alliance, pour augmenter les quantités de plastique recyclé introduites dans les nouveaux produits. La Circular Plastic Alliance a été mise en place pour déclencher un changement, ce changement qui permette d'incorporer plus de matières plastiques recyclées, donc d'avoir plus de plastique recyclé et de meilleure qualité. De cette certification, Circular Plastic Alliance a découlé au niveau français, pour les plasturgistes français, un engagement d'incorporer toujours plus de tonnes de matières plastiques recyclées dans leurs produits pour atteindre des seuils à 2025, 2030 de matières plastiques recyclées dans leurs produits.
ça, c'est au niveau européen et dans les nouveautés, en décembre 2024, dans le domaine de l'emballage plastique, il y a eu, ce qui a découlé, c'est le règlement 2025-40, ce qu'on appelle la PPWR, qui met des objectifs, fixer des taux minimums obligatoires dans les emballages plastiques. Donc ça, c'est pour la partie européenne. Au niveau français aussi, on a avancé en parallèle avec notre loi AGEC. Et ce qui en découle aujourd'hui, c'est les filières à responsabilité élargie du producteur, donc les fameuses REP. Donc, basé sur ces deux points qui sont au niveau européen et au niveau français, en partenariat avec le Centre technique industriel du plastique et du caoutchouc, donc l'IPC, on a décidé de développer un référentiel pour répondre aux attentes de tout ce schéma. Pour mettre tous les gens autour de la table, on a été aidé par le syndicat du plastique Polyvia. Et ces certifications sont bien sûr basées sur les normes que l'on cite depuis tout à l'heure, qui sont les normes qui ont obtenu un consensus et qui répondent aux attentes du marché. Notre certification s'inscrit donc dans le cadre d'un système d'harmonisation pan-européen. Et il a été reconnu par la Circular Plastic Alliance, par le secrétariat de suivi en mai 2023. Et c'est pour ça que vous pouvez voir sur le slide, le LNE a obtenu le petit encadré Circular Plastic Alliance, donc répondant à ce point-là. Nous avons aussi obtenu la reconnaissance de Polycert Europe en mai 2022. On a aussi des reconnaissances dans des cahiers des charges, des appels d'offres aujourd'hui qui demandent d'incorporer de la matière plastique recyclée et qui veulent une preuve. Et le référentiel LNE est souvent cité comme exigence répondant aux attentes. Et depuis le 7 janvier de cette année, nous avions fait une demande d'extension d'accréditation COFRAC pour notre référentiel. Et donc, maintenant, notre référentiel pardon, est sous accréditation COFRAC et nos certificats donc, comportent le logo COFRAC et on est voilà, sous couvert du COFRAC pour cette certification. Alors, j'ai essayé de vous regrouper pour que cette certification soit plus claire pour vous. Je vous ai mis la chaîne de traçabilité tout en haut. Donc, on a le point de collecte, on a les recycleurs et les transformateurs. Et donc, nous, sur notre référentiel incorporation de MPR, on va se focaliser sur la partie transformateur. Donc, ça, c'est le point de départ, que les transformateurs. Et après, bien sûr, vous achetez de la matière à des recycleurs, mais on est sur la partie transformateur. Le référentiel, il va être décomposé en 4 parties. Les 2 premières, elles sont indépendantes et elles permettent de répondre à 2 objectifs. La partie 1, c'est la vérification de la valeur déclarée de tonnage de MPR incorporée à l'échelle du site. Attendez, oups. Donc, on vient vérifier au niveau du site le nombre de tonnes que vous avez incorporées l'année calendaire passée. Pour la partie 2, on va venir vérifier le pourcentage d'incorporation de MPR contenu dans un produit ou une gamme de produits. L'intérêt de l'un de l'autre pour le tonnage, c'est si vous déclarez, par exemple, auprès de collecteurs de données comme le label MORE ou RecoTrace, c'est de dire qu'il y a un organisme tierce partie, qui est venu auditer et qui a vérifié que le processus mis en place pour déclarer vos valeurs a été audité et donc son processus est bien conforme. Vous allez déclarer donc ce tonnage et dire l'année 2024, j'ai incorporé X tonnes de matière plastique recyclée à l'échelle de mon site. Pour la partie 2, l'intérêt de certifier le pourcentage de MPR dans le produit, c'est de s'assurer que tous les produits qui sont fabriqués
incorpore en permanence ce X% de matière plastique recyclée. C'est une valeur minimale et nominale. Et donc, si je déclare que je mets 20% dans mon produit, je mettrai toujours 20% et nous, on audite que c'est vrai. Ces deux parties sont indépendantes, on peut les demander selon le besoin. C'est créé récemment les parties 3 et 4 qui sont réalisées conjointement avec la partie 2 et qui répondent à des attentes complémentaires suite à des demandes d'éco-organismes. La partie 3, elle est sur l'emballage ménager. Elle va vérifier le lien avec les caractéristiques de la REP emballage ménager. La partie 4, elle va couvrir l'agriculture et répondre aux caractéristiques spécifiques du comité de plasticulture et de l'agro-environnement. Les structures des référentiels est fait pour pouvoir se développer avec des nouvelles parties selon les besoins. Donc, les éco-organismes qui souhaitent que l'on développe un référentiel on travaille ensemble et on développe pour répondre aux besoins des éco-organismes pour pouvoir remettre ces éco-modulations, etc. Qui est concerné par la certification? Donc c'est les transformateurs de matières plastiques, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pas des transformateurs de matières plastiques, les producteurs de composites qui incorporent de la matière plastique recyclée. Donc ça pour la partie 1. Et pour la partie 2, sur le pourcentage dans le produit, on va avoir les entreprises d'assemblage ou de thermoformage qui, eux, achètent des produits aux transformateurs et qui viennent ou non incorporer à nouveau de la matière plastique recyclée. Les recycleurs ne sont pas donc concernés par la certification, comme on l'a dit, mais c'est une donnée d'entrée de la certification. Je vous ai mis du coup le processus de certification, donc en plusieurs étapes. La première, donc c'est un dépôt d'une demande. Donc, vous déposez la demande en fonction de votre besoin, à savoir si vous souhaitez certifier la vérification ou la validation et quel secteur vous souhaitiez. Le nombre de sites qui sont couverts et si vos sites sont ISO 9001 ou non. Ces éléments aussi en entrée, pour le tonnage, pour la partie 1, on va vous demander le tonnage que vous avez incorporé l'année calendaire précédente. Et pour la partie 2, la validation du pourcentage dans les produits, on va vous demander les gammes de produits que vous voulez couvrir par la certification. Avec tous ces éléments, on va pouvoir préparer l'audit et le réaliser. Le dossier complet, donc l'audit finalisé, va être présenté en comité de lecture pour l'émission d'une décision de certification. Et dans ce cas-là, le demandeur devient alors titulaire de la marque et rentre dans un processus de suivi avec un suivi annuel de la certification. Le certificat vérification mentionnera une annexe technique avec le tonnage et la décomposition pré-post-consommation. La partie du certificat pour la validation indiquera vos gammes de produits avec le pourcentage incorporé dans le produit. La durée d'un audit pour la partie 1 ou 2 est de, en moyenne, 1 jour et demi. Et vient se rajouter la durée pour la partie 3 pour l'emballage ménager ou la partie 4 pour l'agriculture, environ une journée supplémentaire. Pour la durée de la certification, on dit qu'à la signature du devis et à la décision de certification, entre ces deux étapes, il peut se passer 6 mois. 6 mois, sachant qu'un audit se planifie à 3 mois. Donc, vous signez le devis, on organise l'audit, mais bien sûr, ces délais-là peuvent être plus courts si on a les disponibilités auditeurs et s'il n'y a pas de non-conformité, etc. Voilà, mais partir sur une idée de 6 mois.
Alors, sur le système de maîtrise du processus, de manière commune à toutes les parties, on est sur des grands principes du système de management de la qualité qui sont décrits dans la norme ISO 9001 et qui sont pris en compte comme base pour définir les exigences du référentiel. Donc, la conformité aux exigences du référentiel est vérifiée lors de l'audit tierce partie par des auditeurs LNE. Il vérifie la mise en œuvre effective du système permettant d'assurer l'incorporation de MPR. Si on fait un focus sur la traçabilité, à savoir matière, origine, production, famille, en quelque sorte. Donc, sur les matières, on vient couvrir tous les types de matières, PVC, PE, PET, PP, etc. Tous les plastiques rentrent dans le cadre de cette certification. On vient regarder l'origine du déchet, si c'est du post ou du pré-consommation, comme l'a dit Kéra tout à l'heure, basé selon la norme ISO 14021. On va aussi vous demander l'origine du déchet, donc via les documents du recycleur, avoir l'origine du déchet, est-ce qu'il était européen ou non européen. Et dans certains cas, par exemple pour la partie 3, on va venir demander si entre le point de collecte et le recycleur, il y a bien 1500 km entre les deux sites. Pour la partie production, donc l'auditeur va aller sur la production, il va faire une traçabilité tout au long de la chaîne de production. On va venir regarder le secteur concerné, donc si c'est de l'emballage, du bâtiment, des équipements électriques, etc. Parce que selon ces cadres-là, il va y avoir des définitions qui vont changer selon un peu le guide du déchet. Et on va venir voir comment vous incorporez la matière plastique recyclée. Donc, comment elle est incorporée, quels éléments, quels fournisseurs vous livrent, comment elle est définie, pré et post. On va venir aussi vérifier les rôles et autorités, c'est-à-dire comment la direction voit l'incorporation de matière plastique recyclée à l'échelle de son site et comment est enregistrée à chaque fois l'incorporation dans les lignes de production. Si on fait un focus sur la partie 1, ça ne veut pas. Ah voilà. Si on fait un focus sur la partie 1, je vous ai mis un peu les évaluations du processus. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va surtout voir les matières plastiques recyclées entrantes et avoir les informations. Avoir les informations du recycleur, donc chez qui vous êtes fourni, est-ce que la décomposition existe, pré, post-consommation, est-ce qu'on a l'origine du déchet européen, non européen, est-ce qu'on a des informations qui nous confirment la conformité à la 15343? Pendant l'audit, on arrive en entrée du transformateur et on va venir se poser des questions. Comment identifier la matière plastique entrante? Comment elle est tracée? En production, on va venir vérifier les enregistrements sur les lignes de production. Et en sortie, on va venir vérifier la traçabilité des produits et de la MPR sortante. On va avoir une déclaration de tonnage annuel. Cette certification partie 1, elle est dans le référentiel partie 1, basée sur 12 exigences. Donc, et ces 12 exigences mentionnent les preuves attendues. Et donc, l'auditeur va venir contrôler chacune des exigences et vérifier quelle preuve ou quel élément vous permet de répondre à cette exigence. L'ensemble des exigences doivent être renseignées et argumentées. On n'est pas obligé de répondre oui ou non, mais il faut avoir des éléments sur ces 12 exigences. Basé là-dessus, on valide, nous, donc en partie 1, la certification du processus d'incorporation et ce qui va en découler, c'est le tonnage à l'échelle du site pour l'année calendaire précédente. Pour la partie 2,
on est sur une traçabilité encore de la matière plastique recyclée entrante, mais on va venir vérifier pour le produit, la gamme de produits, est-ce qu'ils incorporent toujours, est-ce qu'ils incorporent toujours de la matière plastique recyclée, toujours avec ce pourcentage nominal et minimum qui sera défini par la société, et que tous les registres de contrôle dont l'auditeur vérifiera, c'est qu'il incorpore toujours bien ce pourcentage dans le produit. À la suite de quoi, donc ces registres de contrôle, l'auditeur va vérifier par échantillonnage sur au moins 3 productions que si vous nous avez dit que vous mettiez 20 de matière plastique recyclée, alors il y a bien 20 de matière plastique recyclée dans le produit. Comme je vous disais, il y a 2 parties supplémentaires à la partie 2 qui fonctionnent de toute façon de manière indépendante, c'est la partie 3 et 4. Donc là, on va sur ces 2 parties être vraiment sur se centrer sur le post-consommation. La partie 3, c'est pour l'emballage ménager. La partie 4, c'est pour l'agriculture. La partie 3, on va vérifier donc le post-conso dans la gamme de produits de la partie 2. Donc, si vous avez déclaré 30 qu'un produit a 30 de matière plastique, là, on va vérifier sur ces 30 combien il y a de post-consommation. De la même façon pour la partie 4 et la partie 4 aussi va vérifier l'absence de perturbateurs de recyclage. Et ces deux domaines, c'est vraiment si vous êtes dans l'emballage ou dans l'agriculture. Hem, Dès qu'il y a une décision de certification, on vous délivre un certificat. Donc, je vous l'ai mis à l'image. Alors, pour répondre à une des questions, de tout à l'heure, le certificat, LNE étant bilingue, il a le logo, COFRAC suite à notre, accréditation, pour ce référentiel et en annexe, vous allez avoir le nom de la société, quelle famille de produits, est concernée et vous aurez une annexe, technique, confidentielle, qui n'apparaît pas sur nos listes, sur nos moteurs de recherche, où il va y avoir, le tonnage, de l'année calendaire précédente avec le pourcentage pré, et post-consommation et l'origine du déchet, européen ou non européen. Donc ça, c'est la partie 1, le certificat pour, processus. Pour la partie 2, produit, vous avez donc un certificat bilingue avec le logo COFRAC, avec le nom de la gamme ou du produit qui est couvert par la certification, la famille de produits PVC, PE, PET et cetera et le pourcentage qui est incorporé, heu, un pourcentage du coup, comme j'ai dit, minimum et nominal. Aujourd'hui, la certification, LNE, MPR, est en évolution croissante, bah, comme, aussi, l'a présenté, l'entreprise Terra tout à l'heure. Donc, que ça soit partie 1 ou 2, la certification existant depuis 2 ans, voilà, on est à plus d'une trentaine de certificats d'entreprises certifiées, pardon, plus d'une cinquantaine de certificats. La liste des certifiés et des produits certifiés sont sur le moteur de recherche du LNE. Donc, vous cliquez sur la page LNE et vous obtenez la liste des certifiés partie 1 et partie 2 et à aujourd'hui, pour avoir une répartition, géographique de nos certifiés, on est sur la France, l'Espagne, l'Italie, mais bien sûr, on réalise, les audits, en France, en Europe et dans le monde, si besoin. Donc, ça, et les audits sont faits soit en français en France, soit, en anglais ou, selon, l'auditeur et il peut être aussi fait dans la langue, du pays. Donc la certification MPR, elle permet dans tous les cas de démontrer son engagement dans la démarche environnementale de décarbonation de l'activité, industrielle. Elle est sous couvert, d'une accréditation COFRAC, heu, pour le référentiel et le LNE est de toute façon organisme, accrédité par le COFRAC pour toutes ses activités, citées dans son accréditation et par la partie 2, vous avez en plus du certificat,
la possibilité d'apposer le logo LNE, Incorporation de matières plastiques recyclées, avec, vous voyez, le pourcentage incorporé, et donc l'afficher sur votre produit pour bien acter la certification. Je vous ai mis en dernière page le lien vers la page LNE, où vous trouverez à la fois tous les référentiels, d'autres explications, des foires aux questions, et aussi des retours clients qui sont tous très satisfaits de cette certification, et parce qu'aujourd'hui, elle répond aux exigences à la fois des REP, comme on l'a dit, mais aussi, par exemple, comme le disait tout à l'heure la société Terra, pour passer, par exemple, en Espagne, l'Espagne demande un certificat d'un organisme accrédité. Et donc, voilà, le LNE répond à ces attentes et se développe pour répondre à vos attentes en tant que client dans ce domaine-là. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation. J'en profite pour dire le mot de la fin et avant de tous vous libérer. Hop là. Notamment sur les prochains webinaires et la prochaine visite de site qui est prévue donc du coup pour le 20 mai 2025. Je vous enverrai d'ici quelques instants dans la discussion les différents liens. Et également, nous avons l'ADEME et le pôle éco-conception qui nous ont contactés pour parler du baromètre et de la mise à jour du baromètre en 2025. Donc, c'est une étude qui avait déjà été faite en 2020 et qui demande aux entreprises, en fait, de dire où ils en sont en termes d'éco-conception, et des éléments de ce baromètre seront d'ailleurs incorporés dans notre webinaire de septembre, de souvenir, autour de l'intérêt de l'éco-conception, de l'intérêt économique de l'éco-conception. Et donc du coup, je vous ai remis le lien vers l'étude. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez nous contacter, monsieur Ronceret ou moi, autour de l'éco-conception, et nous avons une boîte mail pour les questions et des créneaux de consultation que vous pouvez réserver pour écologique. Je pense m'arrêter là, je vous partage les liens, et en attendant, nous pouvons prendre des questions générales si vous en avez qui vous restent. Et le baromètre, donc vous retrouverez tout au niveau de la discussion. Hop là. Voilà, vous avez tout à votre disposition. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Ça ne semble pas. Dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne journée à tous, et j'espère vous retrouver lors de prochains webinaires. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir.